Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. Merci pour votre écoute et pour l'accueil que vous réservez à la lecture de ce roman. Je vous invite à vous abonner pour être informé des prochaines parties et à consulter la playlist. Nous allons maintenant poursuivre l'histoire d'Hindu, la petite sœur de Ramla. Bonne écoute. Les impatientes de Djehali Hamadou Hamal, Hindu. Chapitre 5. Une femme n'a pas besoin de partir de chez elle. Même chez toi, tu as des moyens pour montrer à ton époux que tu es fâché. Comprends aussi qu'en racontant certaines choses, ce n'est pas lui que tu humilies, c'est toi. Et comprends une fois pour toutes que toutes tes actions retombent sur ta mère. Moubarak a sous mes yeux des relations avec sa maîtresse dans la chambre conjugale, mais c'est moi la fautive, c'est moi qui manque de patience. Moubarak a ramené sa maîtresse au foyer conjugal et c'est la faute de mes marades qui ont dû me jeter un sort. C'est la faute de ma belle-mère qui me déteste, c'est la faute de cette fille qui l'a charmée, c'est la faute de ma mère qui n'a pas su se protéger ni me protéger. Dès demain, Gogo Néné s'en occupera. Des herbes pour me rendre invincible, des gadets pour me procurer ce charme qui savent le temps me manquer, des poudres à mettre dans le thé de Moubarak à son insu afin de me l'attacher et bien d'autres produits tout aussi miraculeux. Voilà tout ce que Gogo Néné a rapporté de chez le marabout. Mais rien ne semble marcher, rien ne détourne Moubarak de ses mauvaises habitudes. Ni les herbes, ni les prières, ni ma soumission, et encore moins ma patience. Mon époux entretient des aventures multiples, boit, use de stupéfiants et regagne toujours le foyer à une heure tardive. Il continue de me brutaliser, de m'abreuver d'insultes aussi dégradantes qu'humiliantes. On ne compte plus les hématomes, égratignures et ecchymoses que ces coups laissent sur mon corps, et ce, dans la plus grande indifférence des membres de la famille. On sait que Moubarak m'a frappé et c'est dans l'ordre des choses. Il est naturel qu'un homme corrige, insulte ou répudie ses épouses. Ni mon père ni mes oncles ne dérogent à cette règle. Tous, un jour ou l'autre, ont eu à battre l'une de leurs épouses. Ils n'hésitent pas à injurier femmes, enfants et employés. Pourquoi mon cas serait-il particulier ? Pourquoi s'y attarderait-on ? C'est un droit divin, me souffle un jour une femme érudite. Il est écrit dans le Coran qu'un homme a la légitimité de punir et de battre son épouse si elle est insoumise. Mais il est tout de même interdit qu'il s'acharne sur son visage, ajoute-t-elle, scandalisée par mon œil au beurre noir. À peine sortie de l'adolescente que déjà je me tasse. C'est comme si, inconsciemment, je voulais disparaître sous terre et me rendre invisible. Le teint blafard, je traîne ma maigreur squelettique. Flottant dans mes pagnes, je ne cesse de déambuler en proie à l'anxiété. Insomniaque, je passe désormais mes nuits allongées dans le noir, à remuer toutes sortes de pensées morbides, et c'est seulement au petit matin que je trouve un peu de répit, au moment de la prière de l'aube. Je vis non plus comme au début en suivant le rythme immuable de la grande concession, mais plutôt en fonction des humeurs changeantes de Moubarak, de celles non moins versatiles de ma belle-mère et de l'ensemble de la jante féminine de la concession. En effet, les femmes se côtoient sans cesse au point de se sentir piégées aussi bien par les murs hauts qui nous entourent que par les étoffes de plus en plus sombres et lourdes que mon oncle Moussa nous oblige à revêtir. Il n'y a pas un jour où elle ne s'agace, voire s'entre-déchire, à force de tourner en rond comme des lionnes en cage. Quel ennui! La vie coule et tous les jours se ressemblent. Nous n'avons rien à faire sinon faire la cuisine et nous occuper des enfants. La monotonie nous assomme et nous tue du matin jusqu'au soir, et du soir au matin. Moubarak lui-même vit au rythme de ses crises de nerfs, car il n'a aucun travail, aucune perspective d'avenir. Son père s'obstine à ne pas lui donner même un franc pour son projet d'affaires, et il n'hésite pas non plus à le traiter d'incapable, de paresseux ou de voyou irrécupérable. Désœuvré, Moubarak ne juge aucune tâche digne de lui,
ne veut surtout pas travailler pour quelqu'un d'autre. Il veut entreprendre, mais a perdu tout espoir d'une aide quelconque de l'un de ses oncles en sombrant dans l'alcoolisme. Pour lui, je suis donc devenue sa chose. Sur moi, il se défoule de son trop-plein de colère et de rancœur envers son père. Je ne me plains plus et s'il m'arrive de pleurer, je le fais en cachette la nuit dans l'intimité de ma chambre. Je n'attends plus rien des autres, ni secours, ni espoir. Résignée, je me conforme à ce que tous attendaient de moi. Je n'ai personne à qui me confier. Entre les femmes de la concession règne le non-dit, l'hypocrisie et la méfiance. Je ne déroge pas à la règle, je deviens égoïste, je ne vais pas bien, les autres non plus, mais je ne me préoccupe que de moi. Mes insomnies se multiplient et le manque de sommeil me donne des migraines. J'ai beau prendre des médicaments prescrits par les médecins, des filtres recommandés par des guérisseurs, rien n'y fait. La lassitude me ronge et j'éprouve une angoisse que rien ne peut atténuer. J'ai de plus en plus de fourmillements et de crampes dans les membres, ce qui me laisse sans force. Mon entourage, qui voit là les signes d'un refroidissement, me conseille de me couvrir et de m'aliter. Je m'enfonce peu à peu dans la déprime et fais parfois des crises de spasmophilie pendant lesquelles, la gorge serrée, je n'arrête pas de suffoquer. L'estomac noué, la mort me semble de plus la seule échappatoire. Un soir où Moubarak revient comme d'habitude ivre et hargneux, il exige à plus de minuit que je lui fasse une bouillie. Je m'affaire, inquiète à l'idée qu'à une heure aussi tardive, je ne puisse trouver les bons ingrédients. Et dans mon affolement, je n'arrive pas à rallumer le feu. Le temps passe, je me désespère de réussir à satisfaire mon époux. Là, d'attendre, celui-ci me rejoint dans la cuisine et quand il découvre que le foyer est encore éteint, il devient enragé. Un rictus défigure son visage, nos regards se croisent un bref instant, puis sans rien dire, il repart dans la cour. Fébrilement, je cherche une bûche quand un violent coup dans le dos me précipite dans la cendre. Étourdi, je réussis par instinct de survie à lui faire face et me protège le visage au moment où 3 autres coups d'un parasol, associés à de nombreux coups de pied, s'abattent violemment sur moi. « Tu me fais rapidement cette bouillie ou je reviens t'achever » menaça-t-il en retournant vers sa chambre. Le visage tuméfié et le corps plein d'échymoses, je tremble de tous mes membres. Mon pagne est souillé d'urine, il faut que je rallume le feu, que je fasse cette bouillie. Mes mains tremblent tellement que je renverse par terre une partie de la farine déjà insuffisante. Moubarak ne tarde pas à revenir, sa silhouette athlétique surgit de la pénombre, son ombre terrifiante se détache sur le seuil de la porte. Dans le silence, à peine troublé par mon souffle, je sens mon cœur battre la chamade et je me mets à le supplier en claquant des dents. « S'il te plaît, je me dépêche, s'il te plaît !» Et je recule jusqu'au mur noirci de suie. Je renverse au passage l'assiette contenant le restant de farine et je protège mon visage en répétant d'une voix hachée. « Je me dépêche, je fais vite, donne-moi un peu de temps, j'arrive. » « C'est bon, Hindou, laisse tomber cette bouillie, je n'en veux plus. Je vais rallumer le feu, je vais... » La terreur me serre la gorge, m'étouffe et m'empêche de respirer. « Je fais vite, je me dépêche. » Quand il se rapproche de moi, je tremble tellement que pour la seconde fois de la soirée, je fais sur moi. Le liquide tiède mouille le pagne déjà humide, dégouline le long de mes jambes et laisse une trace sur le sol poussiéreux. Un vide s'installe dans mon esprit. Tout mon corps se contracte de peur des coups. Je suis terrorisée. Contre toute attente, ma frayeur le calme et il pousse un soupir. Je lui répète en reculant encore comme pour disparaître dans le mur. « Je vais faire la bouillie, je vais la faire rapidement. »« Viens, fait-il en me prenant par la main et en m'entraînant dans la chambre. Et il semble attendri. « Hindou, va te doucher, je t'attends, m'ordonne-t-il en refermant la porte. « Je vais faire la bouillie, dis-je au comble de l'affolement. « Va prendre une douche, répète-t-il. Puis, voyant que je tremble toujours, il me pousse dans la salle de bain et ajoute « C'est fini, je ne te frapperai plus. Va te laver. »
Je prends une douche, laissant l'eau couler sur mon corps meurtri, comme pour me laver de mes souffrances. J'essaie d'étouffer mes sanglots de peur d'attiser à nouveau sa colère, mais j'ai du mal à m'en empêcher. Il finit par me sortir de la salle de bain, tremblante. Une fois que je suis allongée près de lui, Moubarak me viole en guise de consolation, non sans oublier de me répéter que c'est de ma faute s'il me frappe, que je réussis toujours à le mettre hors de lui. Il m'exhorte à être plus consciencieuse dorénavant et ajoute qu'il me pardonne. Dans un bâillement, Moubarak conclut. N'y pense plus, je me rends compte que je t'ai vraiment fait peur, je ne te frapperai plus. C'est juste que je suis très énervée ce soir. C'est fini, dors ma chérie, je t'aime quoi que tu penses. Je ne parviens pas à fermer l'œil. À côté de moi, le bras négligemment posé sur mon corps, mon époux dort d'un sommeil apaisé. Mon dos et mon cou, endoloris par les coups, sont de plus en plus douloureux. Cette nuit, je prends conscience du danger que je cours. Si je reste à le regarder, à le subir sans rien faire, Moubarak va finir par me tuer. Sa tendresse, après un déchaînement de violence, s'apparente à un scénario que je connais bien et qui ne me trompe plus. Ce sera toujours pareil. Il me frappera, fera semblant de le regretter, promettra de ne plus le faire jusqu'à la prochaine fois. Je le sais. Moubarak ne changera pas. Je pourrais me plaindre, mais on me demandera toujours de patienter, encore et un peu. Qui a de la patience ne le regrette pas, me rappellera-t-on. Et si un mauvais coup m'achève, ce ne sera que la volonté d'Allah. Avant l'aube, j'ai pris ma décision. Malgré la douleur, je réussis à me lever et je sors en silence de la chambre que je prends soin de refermer délicatement après moi. Il fait encore nuit. Le muezzin vient de psalmodier le premier appel à la prière. Le gardien dort d'un sommeil profond, ronflant à tout rompre. Je revais mon manteau noir et sans rien prendre de plus, ouvre silencieusement la porte arrière pour m'engouffrer dans la nuit noire. Je n'ai aucun plan précis, je ne sais pas où aller, je sais seulement où je ne dois surtout pas me rendre. Ni ma mère, ni mon père, ni mes oncles ne me seront d'un grand secours. Je n'ai pas d'amis, pas suffisamment d'argent et nulle part où me réfugier. Mais c'est bien ce qu'il faut que je fasse, partir au plus vite, loin d'ici, loin de tout. Avant le lever du jour, je dois mettre le plus de distance possible entre Moubarak et moi, entre cette concession et moi. Chapitre 6. Mon père se lève brusquement de son fauteuil, il est fou de colère et pointe vers moi un doigt accusateur. Dis-moi la vérité maintenant, tu n'as pas intérêt à me mentir, fille de pute. Je sais que tu es allée à Gazawa. Qui connais-tu à Gazawa? Un homme, c'est ça? Maintenant, ma fille a des amants? Non, Baba, c'est juste que c'est ta mère, c'est elle qui t'a entraîné, hurle-t-il. Non, d'accord, je vous obligerai à me dire la vérité, fait-il tremblant de fureur. J'ai déjà assisté aux colères incontrôlées de mon père, mais jamais je n'ai vu son visage aussi hargneux. Son indignation est telle qu'il ne me donne pas la possibilité de m'expliquer, de lui raconter tout ce que je subis de la part de Moubarak. Je vais te tuer. Pendant des jours, après ma fugue, ma famille m'a cherché avant de découvrir par le plus grand des hasards une localité proche de Maroua. Le jour où j'ai déserté la maison conjugale sans destination précise, je n'avais guère imaginé les conséquences de ma fugue, ni pour moi, ni encore moins pour le reste de ma famille. N'ayant aucun plan dans la tête, j'ai pris le premier bus venu. Dans les ruelles de la petite ville, je suis entrée dans la première concession sans me poser plus de questions. Pendant un mois, j'ai partagé le quotidien de mes hôtes, une famille rurale dont l'épouse Djeba, gentille et accueillante, m'a offert amitié et protection. Sans me poser des questions qui pouvaient s'avérer embarrassantes, elle a soigné mes plaies, a fait bouillir des écorces médicinales qu'elle m'a exhorté à boire. L'attention que Djeneba et les siens m'ont accordée me faisait temporairement oublier mes devoirs. L'hospitalité légendaire qu'ils tenaient du Poulakou
m'aider à me sentir la bienvenue. Je savais que je pouvais rester autant que je le souhaitais. Je faisais partie de la maisonnée. Pendant ce temps, ma famille se demandait ce qu'il m'était arrivé. Moubarak avait juste évoqué une simple dispute. La famille s'était mobilisée pour partir à ma recherche. Tous partagés entre l'inquiétude et la colère, cherchaient la moindre information pouvant les mener sur ma trace. Jusqu'au jour où un ami de la famille s'est souvenu avoir fait le trajet de Gazawa en compagnie d'une femme qui ressemblait au portrait de moi qui avait été communiqué. Ma fugue prit fin après l'irruption dans ma nouvelle vie de Gogo Néné, suivie d'oncle Yuguda. Mon oncle me ramena à la maison Manu Militari et me fit asseoir au salon, exigeant que j'y attende sous la stricte surveillance de ma tante le retour de mon père du marché. Ma mère, venue à ma rencontre, me serra longuement dans ses bras. Elle avait le visage pâle et les traits tirés. Amaigrie, elle flottait dans son corsage. À 35 ans, à force d'inquiétude, elle avait pris 10 ans en un mois. Méprisant son tourment, mon père n'avait pas arrêté de la tourmenter, l'accusant d'être directement responsable de mon insoumission. « Oh, Hindou, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas eu pitié de moi ?» J'éclatai en sanglots. Moubarak m'a violenté, battu ce soir-là. J'ai eu tellement peur, mais je savais que si je rentrais ici, vous me ramèneriez aussitôt, justifiai-je. Bien sûr qu'on allait te renvoyer, fit sévèrement Gogo Néné. Tu n'es ni la première ni la dernière qu'un homme frappe. Ce n'est pas une raison pour disparaître comme cela. On aurait certainement trouvé une solution. Tu n'es pas une feuille morte à la merci du vent. Tu as une famille pour te protéger. Mais vous m'auriez juste dit de patienter, ce qui est normal. La patience est une prescription divine. Elle est la première des réponses. Elle est la solution à tout. Une fois, mon époux m'a donné un coup de poing qui m'a assommée et je suis tombée inconsciente sur le canari, la jarre dans laquelle on conserve l'eau pour qu'elle reste fraîche. Celle-ci s'est brisée sous mon poids et m'a entaillé profondément le bras, sans s'inquiéter. Moubarak est sorti et n'est rentré qu'au petit matin. J'ai repris connaissance au milieu de la nuit, des fourmis plein les cheveux, le corps en feu et le pagne souillé de sang coagulé. Je t'ai fait appeler, ma tante, et je me suis confiée à toi. Tu m'as juste exhorté à plus de patience. Je me suis aussi confiée à ma belle-mère, mais elle aussi m'a demandé de patienter. Et c'est pour cette raison que tu as décidé de partir, demandant dans ton méprisant Gogo Néné. Bravo, tu as trouvé la solution. Je ne dis rien, mais je soulevais juste mon corsage, dénudant mon dos, dévoilant les grandes ecchymoses que l'on pouvait encore voir. Avec le temps, elles avaient pris une couleur plus foncée, ce qui arracha à ma mère un cri de stupeur. « Oh, Hindou, avec quoi t'a-t-il fait ça? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Qu'as-tu fait à Moubarak pour qu'il abatte sur toi une telle fureur ?» fit froidement ma tante. « Qu'Allah nous préserve. Franchement, toi et ton époux, vous vous valez. Pas la peine d'entrer dans vos histoires. » « Je ne veux plus patienter, criai-je, éclatant en son dos. J'en ai assez. Je suis fatiguée d'endurer. J'ai essayé de supporter, mais ce n'est plus possible. Je ne veux plus entendre patience encore. Ne me dites plus jamais Mounial, plus jamais ce mot. Tu en as trop supporté, Hindou, plus que ce que tu aurais dû, peut-être, ajouta ma mère, me réconfortant alors que je sanglotais de plus belle. Tu expliqueras cela à ton époux, Hamraoui, conclut sèchement Gogo Néné en se tournant vers ma mère. À présent, je faisais face à la fureur de mon père qui ne me laisse pas parler. Alors, qui es-tu allé voir à Gazawa? Tu ne veux pas répondre, c'est ça? Madame pense qu'elle est maintenant grande, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. La crise familiale a rassemblé toute la famille. Mes frères se tiennent dans la cour où ils tendent l'oreille pour savoir ce qu'il se dit. Mes marâtres se sont agglutinés à la fenêtre pour écouter. Quant à mon époux, mon père l'a également convoqué. Il attend sur une chaise dans la véranda. Il ne semble pas plus rassuré que moi et se ronge les ongles. Un instant, nos regards se croisent. Il baisse les yeux. Mes oncles Hayatou et Yukuda sont aussi assis dans le salon, le visage fermé, tandis que ma mère, au banc des accusés comme moi, se tasse sur le tapis face à la colère intransigeante de mon père.
Tu vas me répondre enfin, gronde-t-il. Au comble de l'angoisse, je bredouille. Je m'excuse. Tu t'excuses? Il entre comme un fou dans sa chambre, en ressort avec un long fouet dont il me cingle les épaules. Les coups sifflent sourdement dans l'air, l'angoisse qui m'étrangle depuis ce matin se mue en une véritable terreur. Je cherche un coin pour me protéger de ce déchaînement de violence car mon père ne se contrôle plus. Tu vas dire la vérité. Chez quel homme étais-tu? Depuis combien de temps as-tu vu une aventure? Je te jure, Baba, que je n'ai rien fait. Je suis partie parce que Moubarak m'a battue. Espèce de pute, tu vas avouer immédiatement avec qui tu étais? Ton époux t'a frappé, alors tu peux aller t'en chercher un autre, c'est ça? La lanière du fouet me lacère la peau, déchirant le pagne que je porte. Moubarak et mes oncles assistent impassibles à cette flagellation. Quand mon père estime la punition suffisante, il retourne sa rage contre ma mère. Elle ne bouge pas, ne pleure pas et reçoit stoïquement les coups sans ciller. Seuls ses yeux, noyés de larmes, brillent plus fort qu'à l'accoutumée. Elle ne se protège pas, elle demeure figée et toise mon père dans un air de défi à la mesure de la sourde colère qui l'anime au fond du cœur. Toute la concession retient son souffle. C'est alors que mon oncle Yukuda, sans quitter sa place, intervint. Ça suffit, ne la frappe pas devant son enfant. Mon père, après un ultime coup de pied, jette son fouet et s'essuie le visage, ruisselant de sueur, puis prend une gorgée d'eau. Toujours aussi furieux, il s'adresse à ma mère. « Tu n'es qu'une incapable, je te répudie. »« Non, tranche rapidement oncle Hayatou, ne la répudie pas, ce n'est pas sa faute. C'est elle qui a gâté cet enfant, c'est elle qui cède à tous ses caprices. Elle était sûrement au courant de tout. »« Tu l'as déjà corrigée, elle a compris. Mounial, patience. »« Je ne suis pas au courant, Allah en est témoin, se justifie ma mère. Mais tu peux me répudier si tu veux. Je vais d'ailleurs m'en aller, même si tu ne le fais pas. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, j'en ai déjà trop enduré, trop supporté. Amraou, tais-toi et retourne dans ton appartement. Tu n'iras nulle part et tu ne seras pas répudié. Coupe oncle Yukuda. Sois patiente, la vie est faite de patience. On ne patiente jamais assez. Qui patiente ne le regrettera jamais et personne n'est plus patient qu'Allah. Quand on est parent, on doit assumer. Toi aussi, Boubakari, sois patient. Mon père s'est calmé, il est soulagé de pouvoir se réconcilier avec sa favorite sans perdre la face. Il se rassied et à son attention, il ajoute d'une voix douce. Tu peux retourner à ton appartement. Ma mère, sans un regard ni sur moi ni sur lui, se lève sans un mot, rajuste son voile et quitte la pièce d'un air hautain. Je sais, la connaissant, qu'elle partira, ne serait-ce que par orgueil, et je sais aussi que, comme d'habitude, mon père la fera revenir, usant de toute la persuasion nécessaire à grand renfort de promesses et de cadeaux coûteux. Oncle Hayatou appelle alors Moubarak d'une voix forte. Toi aussi, je suis au courant de ton comportement. Fais attention à toi, Moubarak. Ça ne te servira à rien de te comporter comme un voyou. On a appris que tu as maltraité ton épouse, que tu te drogues et que tu bois. Ce n'est pas censé. Au-delà du fait qu'elle est ton épouse, c'est quand même ta cousine et tu lui dois protection. Que ce soit la dernière fois que j'apprends que tu l'as frappée. Quand on épouse une inconnue, on lui doit des égards. Quand on épouse un membre de sa famille, on lui en doit 2 fois plus. Tu veux diviser la famille ou quoi? Tu n'es pas innocent dans ce qui s'est passé. Bien sûr, mon oncle, j'ai compris et j'en suis conscient. Je ne t'ai pas donné ma fille pour que tu la maltraites, Moubarak. Si tu ne veux plus d'elle, renvoie-la moi, tout simplement. Fais mon père rudement. Je m'excuse, mon oncle, je ne la maltraiterai plus. Wallahi, je le jure au nom d'Allah. Bien sûr que je l'aime et je suis très heureux avec elle. Je regrette vraiment. Dans tous les cas, te voilà prévenu et c'est la dernière fois, ajoute fermement mon père. Oncle Hayatou se retourne alors vers moi. Cette histoire est définitivement enterrée, Hindou. Comprends que si nous sommes aussi sévères, c'est afin de te protéger,
des turpitudes de cette vie et de l'autre. Et cela parce que tu es notre fille et que nous tenons à toi. Seule une personne qui t'aime peut te réprimander. Les autres restent indifférents à tes égarements. J'espère que tu vas te ranger dorénavant, respecter ton époux et préserver ton honneur et celui de ta famille. S'il te frappe encore une fois, viens me le dire. S'il t'offense, n'hésite pas à m'en informer. Je trouverai une solution radicale. Tu as entendu ce que ton père a dit? Si ton époux te fait quelque chose, tu n'as pas à d'autres défenseurs que nous. Tu n'as pas à chercher des solutions seul. À présent, Moubarak prend ton épouse et ramène-la à la maison. Je le répète, tout ça est de ta faute. Tu traînes toute la journée et fais n'importe quoi pour revenir tard dans la nuit, menacer ton épouse. Viens me voir demain à mon bureau. Il sera grand temps que tu prennes tes responsabilités. Mon père était déjà passé à autre chose, affairé à bavarder au téléphone avec Contraint. C'est sans un mot que je suivis Moubarak. Quand j'entrai dans ma chambre en sanglotant de toutes mes forces, il se contenta de refermer la porte tout doucement. Quelques minutes plus tard, il revint, pansant mes plaies et me tendit quelques comprimés que j'avalai sans appréhension. Puis je me recroquevillai dans mon lit. Seul un gémissement de temps en temps brisait le silence. Aucune parole ne fut prononcée. La vie reprit son cours normal. Cela faisait maintenant 1 an que j'étais mariée et j'étais enceinte. La nuit du viol et de ma fugue à Gazawa marquait le commencement d'une vie qui s'accrochait à mes entrailles. Ni mes angoisses, ni mon amertume, ni la magistrale correction de mon père ne purent dissuader l'enfant de grandir dans mon ventre. Il semblait déterminé à vivre. Chapitre 7. J'ai changé, on dit que je suis malade. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Je suis trop lasse pour y penser. Pendant 9 mois, j'ai subi ma mélancolie en même temps que ma grossesse. Des violences infligées et je suis sortie les nerfs à fleur de peau. Au moindre bruit, je sursaute. Mon estomac ne se dénoue plus. J'ai sans cesse une boule d'angoisse au fond de la gorge. La tristesse des premiers jours a fait place au mutisme et à la dépression. Je ne parle plus, ne sors plus de ma chambre. Les rideaux sont toujours baissés. Je n'ai plus aucune énergie. Et même la gentillesse de Moubarak, qui s'est un peu assagie, me laisse indifférente. La grossesse est difficile, je ne supporte plus les nausées. Devenue anorexique, je ne mange presque plus. J'ai changé. Maintenant, j'entends des voix. Ça a commencé le jour de l'accouchement. Gogo Néné, qui, au terme du 7e mois, est venu s'installer chez moi à cause de mon extrême faiblesse, m'a accompagnée à la maternité. Les contractions étaient de plus en plus fortes et m'ont serré le bas-ventre. J'étais assise dans un lit en attendant le moment de la délivrance. Ma tante, à mes côtés, me soufflait les dernières recommandations. « Patience, Mounial, Hindou, on te l'a déjà dit. Une Peule ne pleure pas quand elle accouche, elle ne se plaint pas. N'oublie pas, à chaque instant de ta vie, tu dois te maîtriser et tout contrôler. Ne pleure pas, ne crie pas, ne parle même pas. Si tu pleures à ton premier accouchement, tu pleureras à tous les autres. Si tu cries, ta dignité sera bafouée. Il y aura toujours quelqu'un pour raconter au quartier que tu es une poltronne. On serre les dents, mais on ne se mord pas les lèvres. Si tu mords tes lèvres, tu pourras les transpercer au plus fort de la douleur et sans même t'en rendre compte. C'est la volonté d'Allah d'enfanter dans la douleur. Mais un enfant n'a pas de prix. Patience. C'est à cause de cette douleur qu'on dit de l'accouchement et le djihad des femmes. C'est grâce à lui qu'on va directement au paradis si l'on y laisse la vie. C'est à cause de lui qu'un enfant ne sera toujours redevable à sa mère. Et dans la voix de ma tante, j'entends celle de mon père qui se superposait en prononçant les mêmes mots. Mounial, Mounial, patience. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, ni versé une larme. Je ne me suis pas plainte non plus quand ma tante m'a donné le traditionnel bain brûlant et m'a fait des massages énergétiques à l'eau bouillante censés me guérir au plus vite. Mounial, comme je te l'ai conseillé, Hindou. Une nouvelle accouchée qui ne se lave pas correctement attrape immédiatement une maladie incurable.
Une accouchée a le corps délicat et vulnérable. Il lui faut des massages et des bains brûlants. Pas chauds, mais brûlants. L'eau doit être portée à ébullition. Il faut aussi boire de la bouillie, prendre des soupes chaudes, consommer beaucoup de viande et de lait. Je me laissais faire sans mots, mon détachement surprenait ma tante, mon désintéressement aussi face au nouveau-né. C'est une fille. Il paraît qu'elle est belle et qu'elle me ressemble. Se racheter une conduite, Moubarak a donné à la petite le prénom de ma mère, un gendre attentionné. J'ai changé. On me dit que je suis possédée, qu'un djinn malveillant me hante. C'est normal, une jeune accouchée a le corps fragile et sans défense. Les mauvais esprits qui soufflent ne peuvent que l'investir. Cela, on le savait déjà. Ma famille a commencé à s'inquiéter. J'ai changé, je ne suis pas malade. Les autres s'alarment pour rien. Je suis juste oppressée. Pourquoi m'empêcherait-on de respirer? Je suffoque dans la pénombre de cette chambre. On dit que je suis folle. Ça m'inquiète un peu. Le suis-je vraiment? Tous ces gens qui m'entourent autour me rendent anxieuse. Ces regards inquisiteurs, ils ont des affirmations de plus en plus tranchées sur mon état. J'ai peur des horreurs pleines de certitudes qui débitent. Je suis soucieuse. J'ai changé. On dit que je suis folle. Dans toute la maison, les haut-parleurs diffusent le Coran. Il y a du bruit, beaucoup trop. Cela me donne des bourdonnements dans la tête. Trop de gens parlent en même temps. Je crie pour me faire entendre. Je hurle pour qu'on arrête ce tapage qui martèle mon cerveau. On me regarde avec tristesse. Je dois vraiment être possédée. Ce n'est pas un bruit, c'est simplement le psasmodie du livre sacré. On dit que je suis folle et que j'ai changé. Cela a fait combien de temps que je suis restée dans ma chambre, surveillée de près par ma tante ou par ma mère? Combien de séances de prière ont murmuré des marabouts au-dessus de ma tête? Combien de litres d'eau bénite ont-ils aspergé sur moi et m'ont-ils obligé à ingurgiter? Combien de litres de décoction aux racines de gadé m'ont-ils aussi fait boire? Combien de kilos d'herbe ont-ils brûlé pour que j'en respire la fumée? J'ai l'impression d'étouffer, de chercher en vain de l'air et de ne pas pouvoir respirer, de ne voir autour de moi que des fantômes, de ne plus jamais pouvoir tenir sur mes jambes, de ne plus retenir aucune information. J'existe sans exister. Et j'ai envie de crier sans pouvoir ouvrir la bouche, de pleurer sans avoir de larmes, de dormir sans jamais me réveiller. On dit que je suis malade et que je ne devrais pas bouger. On dit même que je deviens dangereuse. Ce djinn qui me possède doit être un mal, car je ne supporte plus la vue de mon mari, ni d'ailleurs celle plus rare de mon père ou de mes oncles. Ce djinn doit être amoureux de moi. On dit qu'il se serait probablement infiltré dans mon corps quand j'étais plus jeune, sûrement lors d'une visite chez mes grands-parents, car il y a dans leur maison un grand baobab, et l'on sait que les baobabs sont les deux mères des djinns. On confirme que je suis folle. On commence à m'attacher. Il paraît que je cherche à fuir, ce n'est pas vrai. Je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer, de voir la lumière du soleil? Pourquoi me prive-t-on d'air? Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut y accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn, c'est juste la voix de mon père, la voix de mon époux et celle de mon oncle, la voix de tous ces hommes de ma famille. Mounial, patience. Ne les entendez-vous pas aussi? Je ne suis pas folle. Si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre. C'est pour mieux humer le parfum des fleurs et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop d'étoffes m'ont déjà étouffé de la tête aux pieds. Des pieds à la tête? Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer? Pourquoi m'empêchez-vous de vivre? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et si vous avez apprécié ce type de lecture, d'autres romans sont disponibles sur la chaîne, notamment Une si longue lettre de Mariam Abba, Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, La collégienne de Marouba Fall et bien d'autres encore. Les playlists sont disponibles
en description. À très bientôt. Bye bye.